Je crois que je vais commencer. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Emmanuel Buisson-Fionnet et je suis donc le président de Nouvelle Rive et qui organise ce débat. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette première rencontre sous ce format par notre laboratoire d'idées. Et avant de passer la parole au premier intervenant, je tenais d'abord à remercier les bénévoles de Nouvelle Rive qui ont organisé depuis un mois ce débat dans cette salle et le pot de remerciements qu'on vous proposera par la suite. Ensuite, je veux également vous remercier de vous être déplacés si nombreux un vendredi soir, un soir d'hiver, pour parler d'un sujet complexe comme les relations métropole-commune. Je dois avouer qu'il y a 4 mois, quand on a évoqué la première fois l'idée de faire un débat sur ce sujet, tout le monde m'a dit « Non mais tu es fou, un débat un soir sur la métropole et les relations ville-commune, ville-métropole, personne ne viendra ». Et vous êtes la preuve vivante que c'était finalement pas une si mauvaise idée. Bon, il faut reconnaître que le courrier des maires de cet été nous a un petit peu aidé à faire de ce moment un sujet d'actualité, mais c'était bien sur le fond de ces relations qu'on souhaitait organiser quelque chose. Enfin, je tenais également à dire un petit mot du projet Nouvelle Rive lui-même, parce que vous ne connaissez peut-être pas tous l'objectif et le cadre que représente cette association. Donc je vais être très très bref, mais je vais quand même dire un tout petit mot là-dessus. Nouvelle Rive est née après la campagne métropolitaine de 2020, pendant laquelle ses fondateurs se sont pour la plupart rencontrés sur les listes de David Kimmelfeld et de Georges Kepenekian. Sont sortis de cette campagne un peu frustrés. Alors, un tout petit peu par le résultat, je dois le dire, et en profiter pour féliciter la nouvelle majorité, mais aussi au passage par, et plus sérieusement, par sur le fond, le sentiment que le débat sur les sujets métropolitains avait toujours été embryonnaire. Que dans la campagne, il était extrêmement difficile de mettre des mots sur les enjeux, les lignes de clivage véritables sur les sujets métropolitains. Et en fait, le projet de Nouvelle Rive, c'est de mettre des mots. C'est de trouver le moyen, très modestement, mais de façon très déterminée, de faire un petit peu avancer la démocratie locale et de faire en sorte que, ensemble, par la confrontation, par le débat public, on apprenne à mettre des mots, à essayer de repérer où sont vraiment les clivages, vraiment les points d'accord, et mieux, comme ça, intégrer les sujets, les enjeux métropolitains. Et je voudrais enfin, pour finir, remercier nos intervenants qui ont accepté de se plier à cet exercice un petit peu inédit, un petit peu inusité dans sa forme, de débat public sur ces enjeux complexes, avec débat un peu inusité, non parce qu'ils ne se connaissent pas, ils se connaissent très très bien, mais et ils se croisent souvent, mais par contre la forme d'un débat comme ça qui associe à la fois la majorité et l'opposition, avec l'envie tranquille de participer à un débat commun, de discuter avec un universitaire et avec un modeste membre de la société civile également. C'est un format qui est, je l'espère, qui vous intéressera et en tous les cas que nous, on souhaite pouvoir réitérer sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques métropolitaines à l'avenir. Et donc, qu'ils soient sincèrement remerciés, nos 5 intervenants, pour avoir accepté de se plier à ce débat. Voilà, je vais laisser la parole à Pascal qui anime le débat. Merci Emmanuel, bienvenue dans cette maison raviée, merci d'être là en effet un vendredi soir. Je voudrais dès à présent remercier bien sûr nos intervenants et je vais commencer par vous les présenter. 2 mots simplement, donc je m'appelle Pascal Malgouir, je suis conseillère municipale dans une ville du sud de la métropole de Lyon, c'est mon 2e mandat. Je suis membre de Nouvelle Rive et au sein de Nouvelle Rive, j'anime un atelier de réflexion consacré à la gouvernance de la métropole et à ses relations avec les communes, avec les territoires. Voilà. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir des élus et des non-élus, mais nous y reviendrons. Ladies first, Madame Béatrice Vissillier nous fait le plaisir de sa présence. Elle est donc vice-présidente, 2e vice-présidente de la métropole de Lyon. Vous vous coupez bien sûr si je me trompe. Déléguée à l'urbanisme et au cadre de vie.
À sa droite, M. Renaud Père, troisième vice-président de la métropole de Lyon, en charge, donc délégué à l'habitat, le logement social et la politique de la ville. Bonsoir. M. Marc Grivel, à la gauche de Mme Vessillier, maire honoraire et conseiller municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, conseiller métropolitain et président du groupe Synergie. À la gauche de M. Grivel, M. Alexandre Vincendet, bonsoir monsieur, maire de Rieux-la-Pape et également conseiller métropolitain. Et puis enfin, M. Stéphane Cagnoux, qui lui a donc été élu par ses étudiants, puisqu'il est maître de conférence à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Je vous propose un débat en 4 temps. Dans le premier temps, M. Cagnoux nous exposera le phénomène de métropolisation. Nous ne sommes pas la première ville de France à expérimenter ça, donc il va nous parler de ce phénomène et de la complexité, forcément, que les métropoles engendre quand il s'agit des relations avec les territoires. Il nous proposera aussi certainement des pistes de réflexion. Ensuite, nous ferons un premier tour de table, ou sans table, où pendant 5 minutes, chaque élu nous présentera peut-être un constat, déjà pour commencer, une sorte de bilan de comment ils voient, comment ils vivent aussi les relations entre la métropole et les communes, quitte à peut-être déjà faire émerger des défaillances, peut-être, ou des manques dans la gouvernance de la métropole. Dans un deuxième tour de table, et donc un troisième temps, je leur repasserai la parole de manière à ce qu'ils esquissent peut-être des propositions, voir un petit peu comment on peut sortir par le haut, et puis que le citoyen métropolitain s'y retrouve dans l'application des politiques publiques. Voilà. Ensuite, nous ferons un débat avec la salle. Vous serez amenés à poser toutes les questions que vous avez envie de poser à ces messieurs-dames. Et puis, après une conclusion, nous partagerons un verre sobre, puisqu'il paraît que l'épidémie reprend. Donc, voilà. Juste de quoi s'hydrater, mais de convenablement s'hydrater. Monsieur Cagnoux, nous allons donc commencer par vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord les organisateurs, et notamment Emmanuel, qui m'a convié, gentiment invité à participer à cette table ronde. Voilà, au départ, c'est vrai que j'ai un peu hésité, parce que je ne savais pas quel était exactement le format. Et puis là, vous me prêtez peut-être beaucoup d'ambition par rapport à ce que je vais dire. En tout cas, je ne sais pas si je dois vous rassurer ou vous décevoir, mais je ne suis pas là pour... J'ai pas la prétention de livrer des propositions. Je n'ai aucun mandat. Je ne suis pas élu, même pas par mes étudiants. Moi, je m'impose à eux, je ne suis pas élu. Voilà. Donc, je vais plutôt... L'exercice que j'ai essayé de faire, c'est rapidement, c'est plutôt, je dirais, de poser quelques balises dans le débat qui vous anime localement, mais qui n'est pas un débat propre à Lyon. Voilà, et j'ai essayé de poser ces quelques balises à travers un peu, voir ce qui se passe au niveau international. Voilà. Et donc ça m'a amené à 2 constats, et ensuite j'aboutirai à essayer de... J'ai listé 3 chantiers, me semble-t-il, qui sont à explorer ensemble quant aux relations entre communes et métropoles, et non pas simplement aborder la question qui vous anime à l'heure actuelle de la gestion des budgets d'investissement. Ces 2 balises que je voudrais planter en quelque sorte à titre introductif visent à vous dire que les débats que vous avez aujourd'hui, en fait, ça renvoie à un débat à la fois ancien, mais qui a beaucoup bougé. Deuxième balise, c'est que c'est un débat omniprésent, c'est-à-dire c'est un débat mondial, mais duquel on ne parvient pas à tirer de certitude. Je dois vous décevoir, mais il n'y a aucune certitude, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse au débat que vous avez aujourd'hui. Donc je ne suis pas là, j'ai encore moins la prétention, quand je vous ai dit ça, de vous livrer une moindre proposition. Donc premier élément, donc c'est un débat ancien mais mouvant. Effectivement, le débat que vous avez, c'est un vieux débat qui date des années 50-60. C'est un débat qui date des années 50-60, qui a émergé aux États-Unis et qui opposait ce que l'on appelait à l'époque les réformateurs et les libéraux. Les réformateurs, ils voyaient le morcellement communal comme un problème de fragmentation qui générait des inégalités. Et donc, pour eux, ce qu'il fallait, c'est essayer de faire coller ce qu'on appelle le territoire fonctionnel, et notamment le territoire fonctionnel des transports, avec le territoire institutionnel. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on avait les libéraux, qui, eux, sont plutôt dans une démarche de primauté de l'individu, où on doit chercher à optimiser les services. Et dans ce cadre-là, la fragmentation communale, ça a du sens, parce que ça permet aux individus de faire leur choix entre les communes en matière de fourniture de services publics. Et donc, ça permettrait d'améliorer
globalement les prestations par cette mise en concurrence. Donc on a un débat qui se pose dès les années 50-60 et qui est un débat dont on retrouve encore aujourd'hui des bribes dans le débat que vous avez. Voilà. Et ce débat, il va aboutir à des choses très concrètes, puisque dès les années 60, en Europe, il y a un rapport qui va être fait sur la gestion du Grand Londres. En 1969, il y a un rapport qui est fait par la commission Herbert et qui vise à livrer un certain nombre de propositions et qui aboutiront à la constitution de ce qu'on appellera plus tard le Grand Londres, avec déjà cette idée qu'il doit y avoir deux niveaux qui ont chacun une légitimité démocratique. Donc il y a vraiment ce qui arrive à Lyon, à cause, ça doit s'inscrire dans une histoire de très longue durée. En tout cas, il y a pas, Lyon n'a pas l'apanage de ces éléments-là. Depuis ce débat initial, ce débat fondateur, ce qui est intéressant de voir, c'est que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Ce qui a juste changé, c'est qu'on a rajouté des valeurs ou des motifs pour justifier les politiques ou les choix. C'est-à-dire qu'au départ, donc, c'était plus ou moins en faveur de la fragmentation institutionnelle. Et puis après, on a vu des débats sur la lutte contre les inégalités sociales, la dimension environnementale, et puis la dimension démocratique. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles valeurs qui sont apparues, de nouveaux registres de justification qui sont apparus. Et ce que je remarque, c'est que depuis les années 60, on a toujours en gros sur la table les mêmes registres dans lesquels les uns et les autres, et ce soir on en aura sans doute un exemple, vous puisez. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une même valeur peut parfois aboutir à des conclusions éminemment différentes. Je prends la valeur aujourd'hui qui, depuis les années 90, a pris beaucoup d'importance, la dimension de la démocratie, le registre de la démocratie. On peut faire dire au registre de la démocratie des choses éminemment différentes. D'un côté, on peut considérer, par exemple, qu'il est totalement non démocratique que des territoires aux compétences renforcées ne soient pas dotés d'une légitimité. Et puis, d'un autre côté, on peut utiliser l'argument démocratique en disant que la démocratie, elle ne peut s'exercer qu'au plus près des citoyens. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a sur la table des valeurs, des registres politiques qui peuvent se prêter à des usages, à des variations éminemment contradictoires. Deuxième chose, c'est que le débat que vous avez, c'est un débat global sans certitude. C'est un débat global parce que c'est un débat qui se pose aujourd'hui dans la plupart des grands pays. Dans la plupart des grands pays du monde, puisque, comme vous le savez, la métropolisation, c'est un phénomène qui déborde très largement de l'Europe, qui concerne tous les pays, et notamment les pays du Sud, et même les pays du Sud se posent ces questions de comment on gouverne, comment on gère, comment on met en place des institutions métropolitaines. Les différences, c'est qu'on voit parfois des pays comme France, Allemagne, Italie, où ces débats sont plutôt impulsés par l'État, et puis il y a des pays plutôt, on va dire, les pays anglophones, où là, on a des débats qui sont plutôt impulsés par la société civile. Voilà. Mais, en tout état de cause, le débat de la gouvernance métropolitaine se pose de manière globale dans un très grand nombre de pays. Et beaucoup de pays ont tenté des réformes. Beaucoup de pays ont tenté depuis plusieurs décennies de lancer des initiatives pour essayer de trouver, d'esquisser des solutions à ce problème. Et ce qui ressort quand on regarde, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de réponse. Et je serais même tenté de dire que la règle, c'est l'absence de réponse. Quand on regarde ce qui se passe dans les grandes métropoles mondiales, la règle, c'est-à-dire la chose qui revient le plus, c'est qu'il y a une absence d'institutions métropolitaines. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il y a plein de pays, par exemple, qui fonctionnent sans institutions. Vous avez, par exemple, une grande métropole comme Istanbul, ça tient. C'est un bordel, mais ça tient. Non, mais vous avez des très grandes métropoles des pays du Sud, voilà, qui tiennent, et notamment qui tiennent souvent par des logiques de réseau technique. Voilà. C'est les logiques de réseau technique qui permettent de faire tenir. Mais même, vous avez dans certains pays d'Amérique latine, c'est les populations qui autogèrent en quelque sorte, qui autogèrent la métropole. Mais en tout état de cause, ce que je veux dire par là, c'est que la norme au niveau mondial, c'est l'absence de structuration métropolitaine. New York, par exemple, la métropole de New York, j'ai regardé ce matin, c'est 3000 collectivités locales, c'est 20 millions d'habitants. Et il n'y a pas d'institution métropolitaine. Donc la norme, c'est l'absence de structure, c'est l'absence d'institution. La tendance, je dirais, c'est des institutions métropolitaines faibles. C'est-à-dire que bon nombre de pays ont mis en place des institutions, mais qui sont souvent des institutions qui ont peu de ressources budgétaires. Lisbonne, par exemple, Montréal. Ou alors, c'est des institutions métropolitaines qui ont peu de ressources humaines. La métropole de Stuttgart, c'est moins de 100 personnes.
Donc, et ça, c'est la tendance, une tendance que l'on voit se dessiner en Europe, c'est la mise en place ici ou là. C'est-à-dire souvent, comme en France, ça ne se fait pas de manière généralisée, mais ça se fait souvent par des cas. Par des cas, on met en place des institutions métropolitaines sans qu'elles soient dotées pour autant de moyens importants. Et puis l'exception, c'est les institutions métropolitaines fortes. Alors, je me garderai bien le soin de juger si Lyon est une métropole forte, mais au niveau mondial, Tokyo, Séoul, éventuellement Londres, et encore le cas de Londres est à discuter puisque les compétences du Grand Londres sont quand même assez limitées, notamment par rapport à la métropole de Lyon. Voilà. Donc, la constitution de gouvernements métropolitains forts, structurés, capables de mener des politiques publiques, des projets forts et pouvant s'imposer aux autres acteurs, c'est plutôt l'exception au niveau mondial. Deux petites conclusions rapides là-dessus, c'est que on a grosso modo, donc les leçons que l'on peut tirer de ça, c'est que les institutions métropolitaines sont plutôt des institutions fragiles. Et elles le sont d'autant plus que bien souvent, quand on demande leur avis aux citoyens, mais ils ne sont pas nécessairement favorables aux institutions métropolitaines. Les cas qu'il y a dans le monde de référendum qu'il y a pu y avoir, on a pu solliciter par exemple à Amsterdam, à Rotterdam dans les années 90, ça s'est à chaque fois traduit par un refus par la population. Montréal, autre exemple, c'est les populations qui ont demandé la défusion municipale. À Montréal, on a créé une grosse structure métropolitaine, on a fusionné, je crois que c'était une 50aine de communes. Défusion municipale au début de 2-3 ans après la décision de fusionner, voilà. Et ça a été notamment les communautés anglophones qui ont souhaité, qui se sont mobilisées. Voilà. Donc, manifestement, les institutions métropolitaines, elles ont, en quelque sorte, leur ADN, c'est presque d'être fragiles. D'où, j'en tire la conclusion, c'est que, de toute façon, je n'ai pas de solution, je me garderai bien, mais c'est que ce que vous avez à inventer, ça ne pourrait être qu'une expérimentation. Ça ne pourrait être qu'un bricolage. Voilà. Il n'y a pas de chemin balisé, c'est-à-dire que le mode opératoire des relations entre communes et métropole, eh bien, ça va sans doute être fait d'aller-retour, de bricolage, d'expérimentation, qui peuvent être plus ou moins controversés. Voilà. Du coup, j'en viens à mon dernier point, c'est les questionnements que suscite chez moi la question quand elle se pose à l'échelle de Lyon. Je dirais que, j'en parlais préalablement avec Emmanuel, c'est les tensions qu'il peut y avoir aujourd'hui, je pense qu'elles étaient en germe dans la construction de la métropole. Quelle que soit la majorité, on pouvait très facilement imaginer que faire cohabiter une double légitimité, a fortiori quand vous supprimez le cumul des mandats de fonction, enfin les cumuls d'exécutifs, les fonctions de chef d'exécutif, ça peut provoquer de la concurrence, des rivalités, des tensions. Donc, on peut s'abstraire de la conjoncture actuelle en pensant que la métropole de Lyon portait en germe en quelque sorte ce débat-là, d'essayer de dessiner un mode opératoire un petit peu plus stabilisé dans les relations entre communes et métropoles. Et je dirais que ce problème, cette problématique, elle renvoie à 3 chantiers. Tout d'abord, le premier chantier, c'est le territoire électoral, la circonscription électorale. J'ai un peu suivi, dans le cadre d'un projet, les élections municipales et métropolitaines, et ce qui ressort, c'est que les circonscriptions électorales, telles qu'elles ont été dessinées, je ne sais pas si elles sont satisfaisantes, en tout cas, elles ont soulevé pas mal de difficultés, pas mal de problèmes. Elles n'ont pas empêché l'imbrication des sphères municipales et métropolitaines. Quand on regarde, il y a de très rares têtes de liste, elles sont très très rares dans chacune des camps. Très rares sont les têtes de liste qui ne se présentaient que pour l'élection métropolitaine. La plupart du temps, les têtes de liste étaient aussi présentes sur une élection, sur un scrutin municipal. Deuxième élément, c'est que ce mode de découpage des circonscriptions électorales a conduit à une participation différenciée. C'est-à-dire que l'abstention était plus forte dans les circonscriptions métropolitaines, de l'ordre de 1 à 2 points par rapport à l'abstention aux élections municipales, et avec des écarts qui se sont amplifiés au second tour, notamment quand le sort des élections municipales était joué. Et c'est ainsi que dans la circonscription de Nord-Caluire, on observe un écart de 14 points. 14 points de différence dans la participation aux élections métropolitaines et municipales.
En gros, le mode de découpage a conduit au constat qu'en l'absence d'enjeu municipal, les électeurs se mobilisaient peu pour les élections métropolitaines. Bref, les citoyens, manifestement, sont relativement éloignés des enjeux et des urnes métropolitaines, et les élections métropolitaines restent toujours des élections secondaires. Deuxième question, deuxième chantier, me semble-t-il, c'est celui des relations entre communes et métropoles. Traditionnellement, les freins que l'on retrouve dans tous les pays, les freins à l'avènement des métropoles, au développement des métropoles, les freins ils viennent des acteurs publics. Ces acteurs publics, parfois c'est les communes, parfois c'est les régions. On peut penser le cas du Grand Paris, hein, et puis parfois c'est l'État. Tout état de cause, les principales difficultés pour l'autonomie des métropoles, l'autonomisation des métropoles, c'est souvent le problème, il vient des acteurs publics entre eux. Et donc ça pose la question, me semble-t-il, de trouver les moyens de faire dialoguer, peut-être créer des instances de discussion entre les différents acteurs publics. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, on a été fort pour dupliquer dans les collectivités locales un mode d'exercice présidentialiste qu'on a hérité de l'État central. Par contre, on s'est bien gardé de dupliquer au niveau local une démocratie parlementaire, digne de ce nom, avec des assemblées qui seraient distinctes de l'exécutif et avec des assemblées qui seraient éventuellement doubles. Une assemblée qui pourrait représenter directement des conseillers métropolitains et puis une assemblée qui pourrait représenter les communes. Donc une sorte de bicamérisme, si vous voulez. Mais je suis toujours frappé de voir qu'on a dupliqué le présidentialisme dans les collectivités, mais par contre, on s'est bien gardé de dupliquer la démocratie. Troisième enjeu, je me permets à la fin de mon propos d'amplifier, d'accentuer un peu, vous me pardonnerez. Troisième enjeu, me semble-t-il, qui n'est pas à négliger, c'est la société civile. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'on aura beau, vous aurez beau trouver les institutions les plus adéquates, les plus performantes, si elles ne suscitent pas une mobilisation de la société civile, vous risquez de vous retrouver toujours avec ce tropisme de l'intercommunalité à la française, c'est-à-dire une gestion entre pairs, entre élus. C'est-à-dire une gestion entre élus, une gestion relativement discrète. Bref, je pense qu'il faut accepter de réintroduire du citoyen pour que les élus ou les prétendants aux élections soient sous la pression des électeurs. Et ce qui me frappe, c'est que c'est pas une faute des élus, c'est que quand on regarde, et actuellement on mène une enquête, et peut-être certains d'entre vous ont reçu un questionnaire en ligne, c'est qu'on mène une enquête sur comment est structurée la société civile et comment elle se positionne par rapport à l'échelle métropolitaine. Et l'un des grands problèmes, c'est que la société civile n'est pas structurée à l'échelle métropolitaine. Ceux qui sont structurés, c'est les acteurs consulaires, qui ont une représentativité quand même limitée, mais par contre, les groupements associatifs, les associations dans le monde du commerce, etc., sont des acteurs qui sont assis à une échelle parfois inframunicipale, le plus souvent communale, mais qui rarement ont des points de vue, des argumentations, une expertise à faire valoir sur les enjeux métropolitains. Et donc, l'une des difficultés, me semble-t-il, c'est qu'on a une démocratie à l'échelle métropolitaine qui tend à se concentrer dans les mains des élus, à défaut d'une société civile qui est parvenue à se constituer et à se mobiliser à cette échelle. Et me semble-t-il, c'est l'une des clés aussi de la construction d'une véritable démocratie, c'est de faire tout un travail. Je n'ai pas de clé, bien entendu, pour cela, mais il me semble que c'est un travail important de parvenir à mobiliser et politiser la société civile sur ces enjeux métropolitains. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Est-ce que vous nous entendez sans micro? Bah, toi, oui. Non. Regarde, il y a tout propre. Hop. Bien, et bien, nous allons... Pardon. Nous allons passer donc au premier temps. Vous pouvez passer donc la parole aux élus. On a décidé de l'ordre de passage, et puis ce sera un autre ordre de passage tout à l'heure. D'accord? Donc si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Et donc,
Ah ouais, non, là, faut que vous me rappeliez, faut le lancer un peu, là. La question, Sinon, la question, c'est les constats que vous faites sur les régions pour lesquelles il peut y avoir des tensions, des risques de fracture entre la métropole et les municipalités, et quel diagnostic vous faites de cette situation? Moi, je pense c'est pas vraiment le sujet qui doit nous intéresser ce soir, même si c'est comme ça que vous l'avez posé. Vous permettez que, puisque j'ai le micro, je dise ce que j'ai envie de dire. Donc, il me semble que, certes, on est dans un phénomène métropolitain avec une gouvernance particulière, et bien sûr qu'on va en parler, mais le sujet, ça devrait être, et je suis étonnée que vous ne l'ayez pas du tout introduit, Monsieur Cadiou, c'est comment on répond, comment on mène des politiques publiques au service des habitantes et des habitants de ce territoire, et qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de gouvernance. Et ça, alors vous nous dites à Istanbul, ouais, ça marche. Bon, ok, ça tient. Voilà, ça tient. Ah ben alors c'est peut-être ça la nuance. Ça tient, et est-ce que ça marche au regard d'un certain nombre d'objectifs qu'on peut se fixer en termes de politique publique. Et donc, nous, il nous semble que cette métropole, effectivement spécifique, collectivité à caractère particulier, elle répond à des objectifs d'être au service, d'être mieux au service des habitantes et des habitants. Et le fait que les élus que nous sommes soient élus au suffrage universel direct, puisque c'est ça la grosse nuance, ça change quand même, et peut-être pas du coup la première fois, puisque justement c'était la première fois, il va falloir qu'on s'y habitue tous, mais ça change quand même le rapport aux élus et à l'exigence qu'on doit avoir en termes de politique publique. Ça, c'est un premier élément. Alors j'entends bien que le débat sur la démocratie il soit ancien. N'empêche que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait de dire que le débat des élections métropolitaines n'a pas posé, enfin peut-être que vous soyez frustrés, c'est une chose, non mais frustrés sur le fond, mais je ne suis pas tout à fait sûre que, je suis même plutôt sûre que le fait qu'on ait eu cette élection métropolitaine distincte des municipales a permis un débat sur des sujets à une échelle métropolitaine qu'il n'y avait pas avant. On a identifié dans à peu près toutes les couleurs politiques une personnalisation avec un candidat à la présidence de la métropole et avec un programme métropolitain qui était beaucoup plus dilué avant, qu'on abordait très peu au moment des élections municipales quand on était élu au deuxième degré, même si en 2014 c'était pas tout à fait un deuxième degré parce qu'on était fléché, mais quand même le débat il portait peu sur les enjeux métropolitains. Et que dire des enjeux du troisième degré du Citral? Le Citral, je vous rappelle, jusqu'à il y a quelques années, on était élu, je l'ai été, élu au Citral au troisième degré. La politique des transports, si ça c'est pas une préoccupation quotidienne de nos concitoyens et concitoyennes, eh bien, la politique de transport dans cette métropole, elle était décidée par 26 élus, dont les 2/3, ceux qui venaient du Grand Lyon, ceux du département c'était du deuxième degré, mais ceux du Grand Lyon, c'était des élus de troisième degré. Donc forcément, le débat de 2020, et du coup, en tout cas nous, les écologistes, nous l'avons bien porté à l'échelle de ce territoire métropolitain, et même au-delà d'ailleurs, puisqu'on a aussi posé les enjeux des relations avec les autres territoires, la compétitivité du territoire versus la coopération qu'on voulait développer avec les territoires voisins. Donc ce mode, cette nouvelle collectivité, elle permet ce débat-là. Alors après, je disais, la question, ça doit être de savoir si on répond bien aux besoins de nos concitoyens. C'est sans doute un peu compliqué pour y répondre tout de suite là comme ça. La métropole, même si on prend celle de 2015, c'est encore une collectivité jeune. Donc il faudra voir dans le temps. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on a, alors, contrairement aux instances métropolitaines du monde qui sont fragiles et peu dotées, nous, on est quand même bien dotés en moyens financiers et en moyens humains.
Je rappelle quelques chiffres, hein. C'est 3 milliards de budget, c'est une programmation, enfin un budget d'investissement de 3,6 milliards sur le mandat, 3 milliards de budget annuel, 3,6 milliards de la capacité d'investissement sur le mandat, c'est plus de 9000 agents, c'est une ingénierie vraiment puissante, donc c'est une force de frappe et c'est des leviers dans de nombreux domaines. Et du coup, je pense qu'en effet, on a des moyens d'action vraiment très importants. Et si je prends quelques exemples, le revenu de solidarité des jeunes, aucun département, y compris les départements de gauche, n'ont mis en place encore un revenu de solidarité jeune. Nous, on l'a fait, c'est un choix politique, c'est un choix, on en a les moyens financiers, parce que c'est vrai, je répète, la situation de la métropole était saine financièrement, et on a pu faire ce choix de mettre 10 millions d'euros par an pour le revenu de solidarité jeune. Et ça, je pense que les jeunes qui en bénéficient, on l'a mis en place en moins d'1 an, hein, les jeunes qui en bénéficient déjà, visiblement dans les premières évaluations, ils en sont plutôt satisfaits. Et on l'a mis en place dans une préoccupation démocratique, puisqu'il y a eu tout un processus de discussion avec des panels de jeunes pour justement définir le concept et définir la politique, hein, enfin, ouais, plutôt la politique que le concept, puisqu'on est parti de cette idée qu'il fallait mettre en place ce revenu pour des jeunes qui étaient sortis de tous les systèmes, et donc il fallait l'inventer. Donc on l'a fait en quelques mois, on l'a mis en place, et dans un processus, on va dire, avec des usagers potentiels, des cibles potentielles. Je prends un autre argument sur le fait que la métropole améliore les choses. Marc Grivel, cher Marc, ça va être la question de l'égalité des territoires au sein de la métropole. Puisque justement, notamment le découpage électoral et le fait qu'on soit une collectivité à part entière procède du principe constitutionnel qui est de dire qu'un élu métropolitain doit représenter plus ou moins 20% le même nombre d'habitants quel que soit le territoire d'élection, ce qui n'était pas du tout le cas avant, hein, puisqu'avant, Paul-Émieux, 1000 habitants, pesait un représentant, alors qu'un élu de Villeurbanne représentait 8-10 000 habitants. Donc aujourd'hui, parce que c'est la plus petite commune et qu'elle avait un représentant, c'était le mode de fonctionnement de la communauté urbaine, donc il n'y a pas de souci. Donc on rétablit une certaine équité dans la représentation, mais je pourrais prendre... Curis, d'autres, c'est la plus petite commune. Peut-être que les personnes ici ne savent pas que Paul-Émieux est la plus petite commune de la métropole. Ne le savaient pas. Alors, donc, il y a la C'est Curis. Ah bah alors. Bon. Alors, ça doit se jouer à pas grand-chose. Hein. 1012 habitants, 1350 habitants. Voilà. Ça change rien au déséquilibre de représentativité. Mais c'est pas tellement ça que je voulais dire. Je voulais dire que bien donc on était, enfin les élus du Grand Lyon n'étaient pas représentatifs, mais surtout dans une particularité du budget qu'avait la métropole et qu'elle a toujours d'ailleurs, qui est le budget de proximité, qui est donné notamment pour l'entretien de la voirie dans les communes. Eh bien, ancien système, j'ai les chiffres. Oui, j'ai les chiffres. Les communes du Val-de-Saône, et ça ne concerne pas que les Monts d'Or, cher Marc, percevaient à peu près 20 € par an et par habitant, quand les communes de Lyon et Villeurbanne, elles percevaient 3 € par an et par habitant. Voilà. Donc, or, les besoins d'entretien de voirie et autres, on peut dire comment ça se fait que Paul-Émieux au Mont d'Or, au Curis, on ait eu des telles dotations. Alors, je vais pas être... Vous expliquez. Et là, la nouvelle métropole, notre nouvelle règle à nous, exécutive, ça a été de dire, on va pas faire en sorte qu'on n'a pas besoin d'aller faire plaisir, disons-le, aux élus du Val-de-Saône pour avoir des majorités au Grand Lyon. Nous, on va prendre des critères d'équité territoriale. Le fonds pour entretenir la voirie, ça doit être en fonction du kilométrage de voirie, parce que ça a quand même un peu du sens, et de la population. Et aujourd'hui, on a rééquilibré
ces dotations, enfin, pas ces dotations, parce que c'est toujours la métropole qui les dépense, mais en tout cas, ce qui est accordé pour chaque commune pour faire cet entretien de proximité, en fonction de ces deux critères, population, réseau de voirie. Et on a aujourd'hui une répartition qui est beaucoup plus équitable. Donc, on imagine, et dans l'objectif de rendre le même service que doivent attendre nos concitoyens en matière de qualité, de partage des espaces publics. Voilà, donc je n'en parle, je m'arrête là. Merci Béatrice, on a donc bien compris qu'il n'y avait en fait aucun problème, vous l'avez entendu, entre la métropole et les communes. Il n'y en a aucun. Alors justement, on va demander à M. Gruvel s'il est de cet avis. Bien, merci de me donner la parole et de nous donner la parole. Deux choses. En écoutant Béatrice, je comprends encore mieux pourquoi on n'est pas d'accord. Alors je vais mettre un peu de sel quand même dans notre table ronde. Franchement, il y a de quoi réagir et de quoi monter au plafond avec tout ce qu'on peut entendre. Il y a une chose en tout cas qu'on en a assez d'entendre, c'est que les élus, notamment les élus municipaux et notamment les maires, sont des clientélistes indignes qui sont venus prendre la soupe un peu de temps en temps, etc. Ça, c'est insupportable parce que les majorités qui se font avec les petits arrangements comme ça de couloir, etc. Si c'est pas dit, ça a été dit, mais en tout cas, par ailleurs, et on a l'habitude d'entendre ça et ça nous siffle aux oreilles, c'est complètement inadmissible. Ceci étant, on va revenir au sujet. Et moi, par rapport à toi, j'étais un bon élève et je me suis mis dans le sujet. Hein, parce que pour répondre à quelque chose, ça me paraissait important. Donc je vais essayer de vous donner un certain nombre de constats qui me paraissent être dans le sujet, puis ensuite on fera peut-être un peu de politique, voire un peu de politique politicienne. On sait faire aussi, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour ce soir. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend le sujet que vous avez donné, qui est inscrit ici, et je le reprends, c'est finalement comment sortir de l'opposition métropole-commune. Déjà, quand vous dites ça, ça veut dire qu'il y a métropole et commune. Et ça veut dire qu'il y a deux choses différentes. Alors qu'on pourrait se demander pourquoi les communes ne sont pas dans la métropole et que les communes ne sont pas autant métropole que d'autres choses. Donc les communes peuvent faire métropole. Je ne vois pas en quoi, et c'est ça l'intérêt du débat, c'est ça l'intérêt en tout cas du libellé, c'est on dit métropole d'un côté et commune de l'autre. Alors je me suis engouffré dans cette brèche-là. Et la première réponse que l'on peut donner, c'est de dire, bah oui, alors s'il y a les communes d'un côté, il y a une métropole de l'autre côté. Alors la première réponse qui vient à l'esprit, c'est de dire, c'est une collectivité territoriale. Bien. Mais quand on a dit ça, on va quand même pas clore le débat là-dessus, quoi. Hein, c'est une collectivité territoriale. Alors, finalement, moi je vous propose en tout cas d'analyser les choses en se disant, si on dit métropole et si on dit commune, c'est qu'il faut quand même dire quelque chose auprès de cette métropole et on peut la caractériser par quoi ? La métropole, c'est un pouvoir central par rapport aux communes. Et donc il faut analyser cette métropole en tant que pouvoir central. Qu'est-ce que cette métropole fait ? Alors avec un exécutif, dont on a deux représentants éminents à côté de nous, et puis nous sommes dans les métropoles, nous sommes dans les communes. Et ce pouvoir central, il faut l'analyser en tant que tel, parce qu'effectivement, il peut faire apparaître un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que ce pouvoir central, franchement, il est né des communes. Il a été mis en place et construit par les communes à partir de 1969. Et on est arrivé à une communauté urbaine. Et c'est quand même un peu fort de café d'entendre ce qu'on vient d'entendre, puisqu'ici aujourd'hui une métropole existe en tant que pouvoir central, c'est parce que les communes l'ont bien voulu, c'est parce que les communes, par le volontariat, qui est quand même une notion qui a complètement disparu dans la métropole d'aujourd'hui, le volontariat, on n'en avait rien demandé. Je vous signale d'ailleurs qu'avec mon collègue, quand on est maire et quand on débarque en 2015 avec une métropole de Lyon, on ne nous a jamais demandé si effectivement, en tant que commune, on souhaitait faire partie de la métropole de Lyon. Jamais. Aucun conseil municipal n'a été sollicité pour faire partie de la commune de la métropole de Lyon. Ça nous est tombé sur les genoux et on nous a dit, 1er janvier 2015, la métropole existe, c'est 59 communes, point à la ligne. Alors je vous le dis pas ce soir, ne lisez pas le truc tout de suite, hein, mais si vous voulez bien relire la loi MAPTAM, dont on va parler quand même, faites un peu attention parce que vous risquez de vous endormir dessus. Mais vous allez découvrir qu'il y a d'abord un programme particulier pour la métropole de Lyon, c'est Fort Café,
mais qu'il n'y a rien en termes de clause de sortie. C'est ça, en tout cas, la métropole aujourd'hui. On ne nous a pas demandé de savoir si on voulait être dedans, et il n'y a aucune clause de sortie, ce qui pose d'ailleurs le problème juridique en tant que tel, qui sera peut-être repris par mon collègue à côté. Donc ça veut dire que ce pouvoir central, il est né des communes, et il s'est émancipé petit à petit, et en grand Dieu, il a trouvé en tout cas des alliés fantastiques, qui consistaient à dire, on va vous coller une loi MAPTAM, là au milieu, qui va organiser de toute façon la scission, la séparation entre les communes et ce pouvoir central, parce qu'on va lui donner en tout cas la possibilité de s'émanciper et puis d'avoir son propre avenir. Ceci dit, au passage, ça fait un peu survivance, un peu du Moyen-Âge quand même. Hein. Ça, je veux dire, combien de fois on peut dans nos institutions ressentir et entendre ou voir des héritages un peu monarchiques. C'est ce qui va se passer en tout cas, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans cette métropole aujourd'hui. Et puis avec des petits retours insensibles à la féodalité. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, quand on est maire, et quand on va à la métropole, et quand on va voir les instances de la métropole, de temps en temps, on se demande si c'est pas le vassal qui va voir le suzerain. Voilà. Et donc, on est vraiment dans cette optique-là. Et moi, ce que j'entends, il y a un peu de ça. Venez donc nous voir, et puis on va régler les problèmes. Donc, c'est vrai qu'on a effectivement cette première notion. La deuxième notion, c'est que ce pouvoir central, il est fort. Il peut en tout cas être fort. Il est fort en tout cas sur un point, ça a été dit tout à l'heure, il est fort parce qu'il a l'argent. Il a un budget. 3,6 milliards, il a l'argent. Et donc avec cet argent, il peut acheter des compétences. Au passage, et je reviendrai là-dessus, on est pratiquement 10 000 personnes à la métropole de Lyon. Il y a une explosion des effectifs, je le sais bien, puisque, pardonnez-moi, mais votre prédécesseur que j'ai été à l'exécutif de la métropole de Lyon, il a été responsable, sous le président David Kimmelfeld, des ressources humaines, nous n'étions que 9 200. Mais ça va, ça avance. Donc en fait, un pouvoir fort, la possibilité d'appliquer des politiques publiques, et donc la possibilité de développer des politiques, tant mieux en tout cas, pour l'ensemble des habitants qu'il ne faut jamais, mais jamais oublier dans notre propos, pour éviter d'être hors sol de toute façon. On va se raccrocher aux habitants le plus souvent possible. Mais c'est aussi un pouvoir faible. Et je voudrais vous dire pourquoi c'est un pouvoir faible. C'est parce que cette métropole et ce pouvoir ne sait pas et ne pourra jamais, et je vais vous faire une analogie, puisqu'aujourd'hui on en parle beaucoup en termes de logistique et de transport, ne pourra jamais faire le dernier kilomètre. Ça veut dire quoi? Le dernier kilomètre, ça veut dire, par exemple, quand on applique des politiques publiques en matière de santé, on a besoin des communes et des CCAS dans les communes pour aller chercher les personnes les plus fragiles, les identifier, puis aller auprès d'eux. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité, on met en place des voies d'autopartage. Eh bien, pour que ces voies d'autopartage fonctionnent, il faut aussi les contrôler. Eh bien, la métropole nous dit, pour les contrôler, avant d'avoir les systèmes qui permettent de lire les plaques, etc., on va vous demander la collaboration de votre police municipale. Et des exemples comme ça, il y en a tous les jours. Donc ce pouvoir, il est faible, parce que, alors, c'est peut-être une analogie un peu réduite, mais il ne sait pas faire le dernier kilomètre. Et aujourd'hui, si on veut faire métropole, il faut aller, en tout cas, au contact des habitants en tant que tels, et les avoir les uns après les autres. Et j'en terminerai avec 2-3 points, et j'espère que ça fera débat. C'est un pouvoir qui est dépendant. Il est dépendant, d'une manière assez neutre, de la taille qu'il est en train de mettre en place. Je vous engage aussi à lire un certain nombre de textes aujourd'hui, et de thèses qui sortent, et qui parlent de la limite de la métropolisation. Il y a une limite quelque part en termes de taille. Il y a une limite en termes de périmètre. Et peut-être qu'on est sur un monde fini qui commence, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais cette taille, c'est une propension à s'éloigner des citoyens. C'est une propension à générer de l'anonymat et de générer aussi de l'inophonisation. Donc plus on est grand, plus on est loin. Et donc ça, c'est un pouvoir qui est dépendant de ça, et c'est aussi une de ses faiblesses. Je terminerai, en tout cas, avec deux notions. C'est qu'il est aussi, alors là, pour le coup, je me retrouve dans les propos de Béatrice,
il est aussi dépendant d'un mode de gouvernance. Et on le voit bien aujourd'hui. À partir du moment où on a un pouvoir central qui aujourd'hui, effectivement, il est ce qu'il est, avec cette difficulté de relation entre les communes et ce pouvoir central, mais si en plus, sur cette couche-là, vous mettez un pouvoir vertical, eh bien, vous expliquez effectivement une grande partie des problèmes que nous avons aujourd'hui et qui a été la genèse, effectivement, de ce qui a été dit à partir du mois d'octobre et qui a fait aujourd'hui l'expression, excusez du peu, de 45 maires sur 59 qui ont dit il y en a assez et on va essayer en tout cas d'y voir un petit peu plus clair. Et je terminerai pour un dernier propos. Je sais que je suis un peu long, mais il y avait certainement beaucoup de choses à dire. Eh bien, c'est un pouvoir central qui contient en lui-même, je vous rappelle quand même, je crois que c'est Marx qui a dit ça, tout système contient en lui-même un pouvoir autodestructeur. Bon, donc ça devrait quand même vous parler, hein, un peu. Hein, bon, alors, dans une majorité plurielle à gauche, vous devriez savoir ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a, et vous l'avez dit tout à l'heure, le pouvoir autodestructeur qui a été mis en place par la loi MAPTAM, c'est simplement le fait qu'il y ait deux légitimités. Et quand il y a deux légitimités, et je le rappelle au passage, que chacune a été élue sur le suffrage universel direct, excusez aussi du peu. Alors, il ne faut pas nous refaire tout un tas de romans en disant « Nous avons été élus au suffrage universel direct ». Dans les communes, tous les conseils et tous les maires ont été élus au suffrage universel direct. Donc quand il y a deux légitimités dans la même instance, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'instance, et ça va à la catastrophe. C'est ce qu'on veut dire aujourd'hui, et donc ça justifie en tout cas ce que, et on y viendra certainement, la réaction des maires que nous avons été, et qui a dit stop, prenons acte de ce qui s'est passé. Nous sommes déjà à pratiquement un tiers du mandat, hein, avec le nombre de mois qui sont en train de s'écouler. Et donc, je veux vous dire, la dernière phrase qui m'attend ma conclusion, c'est que quand vous avez un thème qui dit comment sortir de l'opposition aux métropoles et des communes, eh bien faites en sorte de ne pas mettre les communes dans l'opposition. Merci M. Grivel. Merci M. Grivel. Cite Marx. Là, j'avoue que je deviens blonde et je vais donc passer la parole au roi. Je vous remercie. Bien. Bon. Beaucoup d'éléments. Alors, comment dire? Oui, tu m'avais prévenu. Donc, alors peut-être d'abord, pour commencer, juste dire que moi je suis élu depuis juin 2020, et donc une partie des débats qui ont pu traverser les dernières années. D'une certaine manière, je trouve qu'on réactive des choses. Moi, je n'ai pas participé notamment à ces débats qui ont donné naissance quand même à la loi MAPTAM. Et par ailleurs, c'est quand même le législateur, effectivement, on y reviendra, qui a fait naître la loi MAPTAM. Et c'est quand même ça aussi le fonctionnement de notre République. Mais donc, bon. Et ça, peut-être qu'on y reviendra. Et je crois que le débat, c'est pas ça, en fait. C'est-à-dire que, très honnêtement, on pourrait continuer comme ça. Bon, déjà, moi, la question... C'est vrai que le thème, l'opposition des communes et de la métropole, je crois que c'est pas le vrai débat. Enfin, on va en débattre et je vais répondre quand même. Mais néanmoins, la vraie question, c'est comment cette métropole fait sens aux yeux des 1 400 000 grands Lyonnais et grands Lyonnaises. C'est ça quand même notre débat qui nous anime tous, parce que en fait c'est quand même vraiment ça l'histoire. C'est même par rapport à ce qu'a dit Stéphane Cadiou, la question c'est pas de se dire oh là là, mais alors est-ce qu'on métropolise des compétences? Mais ça c'est depuis 69 sur notre territoire, avec une communauté urbaine qui est parmi les plus puissantes, la plus puissante dans toutes les communautés urbaines de France, et qui avait déjà énormément de compétences qui se sont accumulées effectivement au cours des années 70, 80, etc. Et la question c'est, est-ce qu'on en reste là, ou est-ce qu'on vote au suffrage universel? Voilà. Est-ce qu'on reste dans un truc où il y a toutes les compétences quasiment urbaines, je vais y revenir, et c'est pas élu au suffrage universel et il n'y a pas de campagne, voilà, ou est-ce qu'on passe à un suffrage universel? Et est-ce que le suffrage universel suffit? Non, ça ne suffit pas. Il faut encore convaincre que c'est la collectivité principale, notamment sur les questions urbaines, parce que quand même, quand on y réfléchit, c'est la collectivité du quotidien. C'est la collectivité de la naissance, de la petite enfance, à la mort, et n'y voyez aucune évocation de quelques derniers fritements avec notamment sur la question des cimetières. Mais voilà, non, mais c'est quand même
c'est quand même cette collectivité qui s'occupe de l'essentiel de la question de l'urbanisme, à une exception près, le permis de construire, mais peut-être qu'on en parlera, notamment dans les communes carencées, par exemple, mais c'est celle qui s'occupe du logement, c'est elle qui s'occupe quand même essentiellement des mobilités, et puis moi je le dis, par la qualité de cette collectivité, vraiment, et notamment de ses services, parce que quand même il faut aussi dire tout ce qui s'est accumulé pendant des décennies, on n'aurait pas pu agir aussi vite dans les 500 premiers jours. Alors, c'est là où on doit avoir un débat, mais là c'est un vrai débat sur les choix qu'on fait, et là on est dans un débat pleinement politique. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas pu faire le RSI. On est la seule collectivité qui l'a fait à ce niveau-là. On n'aurait pas pu sans doute mettre en œuvre aussi rapidement l'encadrement des loyers, qui avait fait l'objet d'un vote bien clivé entre l'ensemble de la majorité et toute l'opposition avait voté contre. On n'aurait pas pu sans doute mettre en place toute une série de dispositifs, sans parler aussi de choix plus structurels sur le long terme tout au long du mandat. C'est ça quand même l'enjeu, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui s'occupe du quotidien des habitants et des habitantes de la métropole. Voilà. Donc c'est ça quand même. Et est-ce qu'il faut se dire, on va rentrer dans un conflit entre les collectivités, alors là on fera le débat les communes contre la métropole, je vais quand même répondre un tout petit peu plus, mais demain pourquoi pas, enfin dans 3 semaines on se rejoint sur la région contre la métropole. Voilà. Et on va se faire, c'est pas possible. Et d'ailleurs Marc, moi je te dis un truc, tout ce que tu viens de dire, tu te reportes en 1984-1986, tu as la même chose sur la naissance de la région. Et ouais. Tu as la même chose, c'est-à-dire que tu dis, oulala, on va faire le vote le même jour. On va avoir un conflit parce que forcément, la région, nouvelle collectivité, va se substituer au département, donc comment on va faire? Et on va rentrer dans... On est quoi? On est 35 ans après. La région, qu'on soit d'accord ou non avec la politique qu'elle entreprend dans notre région, et c'est pas le débat, la région existe. Elle existe. Le département n'a pas disparu pour autant. Et moi, je ne suis pas du tout, et je ne crois pas du tout que c'était le propos, mais peut-être que j'ai mal entendu, de Béatrice, on n'est jamais en train de dire c'est la suppression de la commune. En plus, vous le savez, je ne vais pas présager ce que va dire Alexandre, mais très clairement, on travaille au quotidien dans les faits. Bien sûr qu'il y a cette lettre, cette pétition et tout ce qu'elle véhicule, mais dans les faits, on porte des dossiers ensemble. Quand on va devant l'ANRU, quand on va sur le renouvellement urbain, comme tu le faisais avec les prédécesseurs, on est obligé de s'aligner. Non mais on est obligé de s'aligner parce que c'est très clair, si on y arrive désaligné, on n'y arrive pas, et le fait qu'on n'avance pas sur Rieux, c'est pas bon pour la métropole. Voilà. Le fait qu'on n'avance pas sur Bron, c'est pas bon pour la métropole, pour prendre 2 communes où on n'est pas aligné politiquement, par exemple. Voilà. Et donc c'est bien ça quand même qui est important, c'est que les habitants, notamment des quartiers populaires, puissent trouver quand même des solutions, et de la mobilité résidentielle, une amélioration de leur logement, qu'il y ait de la mixité sociale dans nos quartiers, qu'on puisse proposer plus de logements, et on ne va pas raisonner à l'échelle du quartier, à l'échelle de la commune. La question du logement, par exemple, c'est évidemment une question métropolitaine. Et même plus large que ça, parce qu'il faudra aller plus loin, mais ça on aura l'occasion, je pense, d'en parler après, c'est que je ne suis pas en train de dire que c'est la collectivité parfaite dans sa pratique, c'est pas ça que je dis, hein. C'est-à-dire qu'on doit encore améliorer, parce que je le dis, il faut une identification des citoyens, ça c'est très clair, voilà, je le pense, et on le pense très sincèrement, mais très clairement, il faudra aussi se poser encore plus la question de la relation de la métropole avec son environnement direct. Et je finis par un seul élément. Tu auras beau dire notamment que il n'y a pas d'opposition entre la commune et la métropole, il n'en demeure pas moins que la métropole est aujourd'hui une collectivité territoriale. Et il y a juste une règle quand même dans le fonctionnement de notre République, c'est qu'on n'autorise pas la subordination d'une collectivité territoriale à une autre. Et une fois que vous avez dit ça, c'est pas moi qui ai voté la loi MAPTAM,
eh ben, vous ne pouvez pas faire en sorte que la commune intervienne sur le destin de la métropole. Autrement dit, vous ne pouvez plus faire marche arrière, sauf à décider que la métropole de Lyon n'est plus une collectivité territoriale, et sauf à assumer politiquement de dire que vous êtes contre l'élection au suffrage universel de cette collectivité. Bon. Le temps est donné. Le temps est donné. Et derrière les communes, il y a peut-être des hommes aussi. Bien, moi, je suis plutôt à l'aise parce que, contrairement à mes 3 collègues, je n'ai jamais fait partie de la majorité. C'est un gros avantage et ça permet d'avoir un petit peu de recul. Mais peut-être qu'un jour je serai dans la majorité. Dans quelques années. Il y a des campagnes qui arriveront. Mais il y a au moins un avantage quand vous êtes dans l'opposition et que vous avez connu 2 modes de gouvernance, 2 majorités, auxquelles Marc et Béatrice ont participé, c'est une époque, c'est qu'on peut comparer. Première chose, et je vais vous poser une question, et je ne vais pas commencer à parler que de ma vision, mais je vais vous poser une question à l'ensemble de la salle. Vous enlevez les 4 conseillers métropolitains qui sont là, levez la main ceux qui peuvent me citer 4 conseillers métropolitains. 4, sans qu'on soit là. 4 élus de votre circonscription métropolitaine. Non, 4 élus... Alors attendez, 4 élus de votre circonscription métropolitaine. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 personnes. 6. Combien de personnes ici peuvent donner le nom de leur maire? Le nom de leur maire. Levez bien haut la main. Merci, il y a tout le monde. Vous voyez donc une chose, c'est que vous ne connaissez pas vos conseillers métropolitains, mais que vous connaissez vos maires. Et... Tu dois poser la question des adjoints. Non, attendez. Non. Ah non. Ah, vous faites une erreur monumentale. Quand les habitants votent, ils votent pour une liste métropolitaine territoriale. Et ensuite, le président est élu par l'ensemble de l'Assemblée, mais il n'est pas voté sur la globalité du territoire. Si c'était une liste métropolitaine globale sur une seule circonscription, on voterait pour le président, comme on vote pour son maire. Là, vous votez pour des conseillers métropolitains qui ensuite élisent le président de l'Assemblée. Donc, c'est pas direct. Et deuxième chose à comparer, quand vous votez pour vos députés, vous ne votez pas pour le président de l'Assemblée nationale, vous votez bien pour celui qui représentera votre territoire. C'est toute la différence entre un élu métropolitain et un maire. Et aujourd'hui, vous le voyez, quand je vous pose la question, vous ne savez pas qui vous représente sur votre territoire à la métropole. Ça pose un sujet. Le vrai sujet que vous l'avez très bien dit, c'est la guerre des légitimités. Et aujourd'hui, dans nos communes, on est bien plus légitime que n'importe lequel des conseillers métropolitains. Moi, je pense, aujourd'hui, que si vous avez une double légitimité, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on s'envoie nos légitimités à la figure. Renaud, tu l'as dit, on ne devrait pas pouvoir intervenir dans la politique métropolitaine en tant que maire. Oui, mais la métropole, elle intervient régulièrement dans nos communes. Et d'ailleurs, il y a des projets qu'on porte ensemble, donc il faut bien qu'on discute. Mais aujourd'hui, le vrai sujet, je vous laisse juste imaginer 30 secondes, je vais vous faire un parallèle avec la ville de Paris. La ville de Paris, c'est une ville, mais c'est aussi un département. Je vous laisse juste imaginer, puisqu'on parlait de bazar tout à l'heure avec Istanbul, le bordel que ça serait à Paris si vous aviez une élection sur les compétences municipales, une élection sur les compétences départementales, que les élus qui siégeaient pour la ville de Paris sur les compétences départementales ne soient pas les mêmes que ceux qui sont élus pour la ville, et en plus, les maires d'arrondissement ne seraient pas automatiquement représentés dans l'Assemblée des compétences départementales. Ça serait, excusez-moi, un bordel sans nom. Et aujourd'hui, si vous avez de la friture sur la ligne entre l'Assemblée métropolitaine et les maires, c'est que vous avez un problème de légitimité. On ne va pas se raconter de bêtises, comment la métropole a été construite. Elle a été construite, je parle sous la surveillance de mon ami Georges Képéné, qui est ancien maire de Lyon, et de mon ami David Kimmelfeld. Et pourtant, vous voyez, je ne suis pas de leur bord politique. Comment la métropole a été créée?
Elle a été créée par une personne qui, à un moment, sur un deal avec le président du département, une deuxième personne, se sont répartis le gâteau. On ne va pas se raconter de bêtises. Et d'ailleurs, la personne qui a créé la métropole pensait de toute façon la représider un jour. Elle a donc été créée par un homme qui souhaitait ensuite la diriger directement. On ne va pas se raconter de bêtises, on sait tous que c'est la réalité. On est d'accord? Très bien. Bon, sauf que malheureusement en politique, même si j'ai peut-être moins de barres au compteur de la vie que certains de mes voisins et amis, on sait tous comment ça se passe. En général, quand vous faites des plans sur la comète et que vous essayez de tenir le ciseau ou la plume, ça ne se passe jamais. Les électeurs, en tout cas, font en sorte que ça ne se passe jamais comme vous l'avez prévu. Et aujourd'hui, vous avez une majorité qui est différente de celle en tout cas de celle que le créateur de la métropole voulait pour l'élection. Le créateur de la métropole, c'est lui qui a porté la loi, on va pas se raconter de bêtises. En tout cas, celui qui a initié la métropole et la construction métropolitaine. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il est très compliqué sur un territoire donné d'avoir aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du plateau nord, vous avez aujourd'hui un territoire de près de 100 000 habitants, on est 7 élus du même bord, sur 8 sièges en jeu. On est donc légitime en tant que maire, et on est ultra légitime en tant que conseiller métropolitain, puisque sur 8 sièges en jeu, nous en avons gagné 7. Et on a parfois des élus majoritaires qui nous disent « mais nous on est la majorité, on a gagné, donc notre politique elle s'applique sur notre territoire ». Oui, mais alors la démocratie justement, la représentativité, on en fait quoi sur le territoire? Puisque les habitants, ils ont voté pour nos mairies, et notre programme, ils ont voté sur notre programme métropolitain sur notre territoire. Donc à partir de là, il y a bataille sur la vision du territoire. Parce que si on va justement sur ce que Béatrice et Renaud ont dit, à démocratie, démocratie ennemie, en plus, on est maire et conseiller métropolitain. Ça commence à devenir compliqué. À ce compte-là, pourquoi c'est pas notre programme sur le plateau nord qui est appliqué par la majorité métropolitaine? S'il faut, à ce point-là, respecter le vote des électeurs, allons jusqu'au bout. Donc ça veut dire que ça ne peut pas fonctionner. À partir de là, il faut se poser la question. On avait, sous le mandat précédent, Marc, je me rappelle, on s'était vu, parce que David avait lancé une mission pour que Marc puisse recevoir l'ensemble des maires, des représentants des partis politiques, pour qu'on puisse discuter justement de l'évolution éventuelle de la Womatom, parce que on en avait discuté avec David, avec Michel, avec Georges. On pressentait déjà qu'il y aurait un problème. Maintenant, on y est. La question, elle est toute simple. Est-ce qu'on a l'honnêteté de se dire aujourd'hui qu'une métropole, elle doit être au service de ses territoires, parce que les compétences de ces territoires, pour une bonne et simple raison, mais vous pouvez dire non, mais n'empêche que l'intercommunalité, elle doit se faire avec les communes. Et si, parce que la métropole, elle a des compétences qui ont été déléguées par les communes, sinon il n'y a pas de métropole. C'est une réalité. Et en 2015, des compétences des communes, l'énergie, la police de circulation, les déchets, les immeubles menacés en ruine, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on nous a pris et qu'on a mis dans la métropole. Et on a donc retiré du pouvoir aux communes et on a aussi éloigné le centre de décision. Et on nous explique aujourd'hui que les maires ne peuvent pas tous siéger. Ça pose un vrai sujet. Il n'y a pas de métropole sans mairie. Il n'y a pas de métropole sans commune. Et on ne peut pas faire de l'intercommunalité sans les communes. C'est juste pas possible. Donc le vrai débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on reste sur ce principe de gouvernance qui est le seul en France. Moi j'ai l'habitude de dire que la métropole de Lyon, c'est comme les 35 heures. C'est tellement une bonne idée que personne ne veut la reprendre. C'est exactement la même chose. Parce que le modèle métropole lyonnais, personne n'en veut. Marseille n'en veut pas, Strasbourg n'en veut pas, Bordeaux n'en veut pas, Nice n'en veut pas. Personne n'en veut parce que tout le monde voit que ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir suffisamment de recul et d'intelligence sans se dire on est au pouvoir donc on en profite, mais de se dire qu'à un moment on n'est que de passage, nous en tant que maire ou en tant que conseiller métropolitain, et qu'à un moment, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui sera le mieux pour le développement de notre agglomération? Merci. Merci beaucoup, monsieur Vincent. Oui, Monsieur. Tu vas m'oublier.
Non, moi je fais juste le même exercice que vous, c'est-à-dire intervenir sur le sujet pour terminer le tour de table. Et on passera la parole ensuite à Stéphane pour réagir, et on fera le deuxième tour de table sur les propositions, en essayant de respecter au maximum le timing. Donc je vais essayer d'être un très bon élève et de respecter le timing de 5 minutes qu'on s'était fixé par intervention. Je crois que le débat a vraiment permis de bien comprendre, enfin en tous les cas pour moi, de mieux comprendre effectivement les divergences. Je pense que il y a une position de scepticisme métropolitain que je ne partage absolument pas. J'ai le sentiment que la métropole est une vraie chance pour cette collectivité, pour ce territoire, et elle est le résultat de l'histoire de ce territoire, comme ça a été très bien rappelé. Elle est le résultat du fait qu'il y a eu un patient travail de construction par les communes, avec les communes de cela. Mais en même temps, je ne partage absolument pas la position qui consiste à dire qu'il n'y a pas de soucis et de tensions qui sont liés au conflit de légitimité sur le territoire. Parce que ces tensions, elles sont très réelles et elles rendent, à mes yeux, la métropole fragile. Ce que la loi MAPTAM a construit en 2014, une autre loi pourra le déconstruire. Et les exemples qu'a cité Stéphane tout à l'heure, le fait que dans certains pays comme le Canada, on a quelques années après déconstruit des métropoles, montre bien que c'est tout à fait possible que cela arrive. Et ces tensions, pour moi, elles viennent vraiment très, très simplement, on peut les illustrer, les trouver à 3 niveaux qui font les spécificités des relations entre ces 2 collectivités locales que l'on ne retrouve pas dans d'autres circonstances. La première spécificité, c'est l'intrication des compétences. Quelqu'un a donné l'exemple de la comparaison avec les régions tout à l'heure. Elle est pas tenable, la comparaison avec les régions. Mettons, par hasard, que la région ne soit pas de la même couleur politique qu'une grande ville. Ça arrive, ça complique certains projets, ça complique le développement économique, les transports ferroviaires, etc. Mais enfin, les 2 collectivités peuvent parfaitement fonctionner sans avoir plus de relations. Une métropole comme la nôtre et les communes ne se parlent pas. Le maire d'une des 59 communes n'a plus le téléphone de la métropole. Rien n'est possible au quotidien. Et ils ont donné au fond des exemples, nos élus ont donné des exemples de ce processus. Il y a une si profonde intrication des compétences que cela rend impossible un fonctionnement dans lequel le conflit des légitimités serait mené jusqu'au bout. Et chacune déciderait, dans l'ignorance de l'autre, de mener sa politique. Alors que ça, sur des collectivités beaucoup plus éloignées, ça peut arriver. Le deuxième problème que j'y vois, c'est le problème de proximité. Mon voisin a dit la métropole, c'est le quotidien des Grands Lyonnais. Ben oui, c'est vrai, mais c'est pas du tout ce que les citoyens considèrent. Les citoyens, quand ils ont un problème de proximité, ils vont voir leur maire. Et le maire est aujourd'hui l'élu de première ligne dans la métropole comme ailleurs. Et c'est le résultat de notre histoire. C'est un processus dans lequel la métropole peut faire des efforts pour qu'il y ait une évolution, une plus grande proximité sur les territoires. On en parlera sur les propositions. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation qui ne peut amener que des rapports de frustration si les maires sont en première ligne pour répondre du quotidien, que les leviers sont à la métropole et qu'il n'y a pas un travail patient de coopération entre les 2 niveaux. Le troisième problème que j'y vois, c'est un problème de visibilité des politiques publiques. Quand vous êtes... et là aussi, ce sont des points, moi, auxquels je suis tout à fait sensible et attaché, mais dont il faut se préoccuper des conditions d'exercice. La métropole, elle a un rôle immense d'égalité des territoires. En gros, elle sert à faire en sorte que l'égoïsme territorial ne soit pas la règle et qu'il y ait des formes de coopération dans la construction des transports, dans la construction de l'urbanité, dans la construction des services et de l'accès aux services sur tout le territoire métropolitain. Mais elle le fait avec une visibilité, une lisibilité de cette politique qui n'est pas du tout la même que les communes. Et si un maire, il va défendre des projets qui sont visibles sur son territoire, si la métropole dit... Je vais caricaturer, forcer le trait pour faire comprendre ce que j'essaye de poser. Un maire tient absolument à ce qu'il y ait une salle de sport sur sa ville.
Elle est peut-être un peu surdimensionnée, elle est peut-être un peu grande, mais il tient ce qui est une salle de sport sur son territoire. La métropole a un objectif, elle veut 2,5% de réduction du taux de pauvreté sur son territoire. Les deux objectifs, ils n'ont pas du tout la même visibilité pour les citoyens. Pour arriver à atteindre les deux, il faut soit on le fait dans l'ignorance de l'un l'autre, avec toutes les chances que la politique de réduction de la pauvreté soit malmenée par la résistance municipale, et la métropole, elle, a la possibilité, via son exercice sur la PPI, sur le plan d'investissement, elle a la possibilité de freiner un certain nombre de projets. Dans cette relation, il faut arriver à ce que chacun fasse un pas pour que les deux politiques puissent être atteintes. Or, elles ne seront pas visibles de la même façon pour les citoyens. Et là, à mon avis, il y a un immense travail à faire dans la métropole pour rendre visibles les politiques métropolitaines et faire en sorte qu'elles puissent être plus accessibles pour les citoyens et mieux appropriées, et qu'on sorte de ce jeu dans lequel les maires sont en première ligne, mais sont parfois frustrés de l'être, avec des leviers dont ils ont le sentiment qu'ils leur échappent, ou qu'on leur impose des solutions dont on ne peut sortir qu'en mettant en place les conditions par lesquelles ces deux collectivités qui ont leur légitimité puissent être amenées à davantage coopérer. Et je crois que ce qui est en jeu dans ce premier crash test de la métropole, qui est au fond l'élection métropolitaine. Moi, j'étais extrêmement heureux qu'on puisse enfin faire une élection au suffrage universel et transformer cette collectivité en une collectivité de plein exercice. Mais c'est un véritable crash test parce que une ville-centre qui a la possibilité de tenir la majorité, l'essentiel de la majorité, et un réseau de communes qui se sent dans le déséquilibre avec, ce sont des conditions qui peuvent rendre le projet même de la métropole demain en danger. Après, peut-être à Stéphane. Ouais. C'est intéressant parce qu'en plus, quand on regarde le taux de participation aux élections métropolitaines, on voit le déséquilibre entre le centre et la période. Juste trois éléments. Sur ces débats-là, il faut quand même aussi se rappeler ce qui était avant. C'est-à-dire que là, on parle de métropole, mais j'ai l'impression parfois qu'avec ces débats-là, que l'intercommunalité française n'est pas jonchée de tard. Or, il y a suffisamment de choses qui ont été dites négatives sur le fonctionnement des intercommunalités en France pour ne pas trop caricaturer, me semble-t-il. Enfin, les intercommunalités françaises sont quand même un mode de gouvernement, comment on va dire, particulièrement opaque, et la France a été... Enfin, au niveau des collectivités territoriales, on a quand même suffisamment de structures qui fonctionnent sans le regard des citoyens pour qu'on n'en rajoute pas une autre. Je cite les établissements publics d'aménagement, les sociétés publiques locales, etc. Il y a plein d'endroits au niveau territorial où le citoyen n'a pas de droit de regard. Donc il ne faudrait pas non plus, derrière le procès légitime de la métropole, refaire une vision très enchantée de l'intercommunalité qui a quand même montré un certain nombre de difficultés. Et j'en veux pour preuve le rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes de 2005, il a quand même aligné toute une série de limites du fonctionnement intercommunal à la française. Deuxième chose, sur l'un des enjeux qui a l'air de vous animer, c'est le mode d'exercice du pouvoir, ce qui a été dit tout à l'heure, le pouvoir central. Mais je me demande, est-ce que c'est véritablement propre à la métropole ? Je pense que le pouvoir centralisé, personnalisé, c'est propre aux collectivités territoriales. Je ne suis pas sûr que ce soit propre à la métropole. Je pense que c'est le fonctionnement en France. On a créé un mode d'exercice du pouvoir dans les collectivités territoriales qui est ultra centralisé autour d'une équipe exécutive, des conseillers qui ont très très peu de prérogatives, qui ont un pouvoir extrêmement limité. En tout cas, ce que l'on appelle une démocratie au niveau local, c'est quand même une démocratie quelque peu particulière où on n'a pas de dissociation des instances. Voilà. Et troisième chose, je ne sais plus qui a évoqué ça, c'est que le problème que l'on a sur la métropole, c'est qu'on a une dissociation entre le territoire électoral et le territoire de responsabilité. Voilà. Et on a à peu près la même chose, c'est que dans le cas des députés, ils sont élus dans une circonscription législative. Pour autant, le législateur impose aux députés sur leur territoire des politiques publiques et des politiques de l'État.
Donc, en fait, c'est le problème de l'autre alternative, ce serait qu'il y ait une circonscription unique, c'est-à-dire qu'on fasse que le territoire électoral épouse le territoire de responsabilité, mais on a vu que ça posait d'autres difficultés, notamment au niveau des conseils régionaux. Quand on a fait cette expérience-là, voilà, ça posait un certain nombre de problèmes, d'instabilité, etc. Donc, en fait, chacun des compromis porte en lui-même, tout à l'heure on a évoqué Marx, je dirais que porte en lui une contradiction, quoi. Voilà, c'est une contradiction politique. On arrive à vivre avec. Je voudrais en tout cas réagir sur deux ou trois questions, puis très rapidement, hein, parce que je sais que je perturbe un peu le... Bon. Mais il y a trop de choses qui sont dites et qui partent un peu de travers. Franchement, la loi MAPTAM, telle qu'elle est aujourd'hui, alors on a parlé des deux créateurs, c'est bien fait de le dire, hein. Je veux dire, il y en a un qui était bien content de trouver l'autre, hein, au passage. Pour fonder la métropole. C'était un bon moment, il y avait un bon alignement des désastres, et puis je pense que c'était le bon moment pour l'un et pour l'autre, et pas pour les mêmes raisons. Mais simplement, la loi MAPTAM, il faut que vous le disiez, d'une part, c'est quand même une loi qui a capté le pouvoir délibératif pour les mettre du côté, alors pardonnez-moi, du côté du pouvoir central exécutif, et qui a cantonné le pouvoir consultatif du côté des communes. On est simplement consulté. Alors, c'est la conférence métropolitaine des maires, il y a eu des tas de lots consolations dans cette loi MAPTAM, et en fait, le délibératif, il est bien dans un sens, et le consultatif, il est dans l'autre, et puis avec ça, essayer de trouver une entente, une façon de faire, la volonté de déboucher sur des politiques communes. Ça, c'est la première chose. Une autre chose, et donc derrière, il y a quand même, et de loin, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, il y a quand même une suspicion quand même, et de longue date, de dilution progressive des communes. Enfin, je vous rappelle simplement que si la commune existe, la commune, elle est fondée sur 4 piliers. Le premier, c'est la compétence générale. Bon, heureusement qu'on n'a pas encore touché à ça, hein. Le deuxième pilier, et Alexandre le disait à l'instant, ils ne sont pas tous forcément dans l'ordre, ce sont les pouvoirs de police. Alors on a inventé dans la loi MAPTAM des pouvoirs de police spéciaux pour venir grignoter progressivement la possibilité pour les maires d'intervenir sur ce plan-là. Le troisième pilier, c'est lever l'impôt. C'est quand même une responsabilité importante vis-à-vis de nos propres habitants. Il y a des projets, on s'engage, on lève l'impôt. Alors, c'est pas forcément le jeu de la métropole, mais avec la taxe d'habitation qui est partie, de toute façon, c'est clair qu'il y a aussi là quelque chose qui s'est passé. Et puis, la dernière chose, c'est les permis de construire. On en parlait à l'instant. Si on touche au permis de construire, vous touchez à un des piliers fondamentaux de l'existence même des communes. Enfin, il faut se le dire tel que c'est. Ça sera une casus belli. Ça veut dire que vous mettez effectivement les gens dans la rue, et ce que vous allez mettre, les conseillers municipaux, vous allez mettre les maires, et vous aurez ce que vous aurez dans la rue. Mais ne touchez pas au permis de construire. Vous touchez à la constitution même, à l'existence même d'une commune, et c'est ce qui les fait tenir debout. Donc, soyons un peu sérieux. Je reviens aussi sur la dernière, je termine par là. Il y a du côté des habitants, et Alexandre le disait à l'instant, on a transféré, ça a été l'histoire, les élus ont transféré des compétences pour mettre en commun, ce qui était quand même un acte noble, économie d'échelle, faire mieux, mais dans l'esprit de l'habitant, on le sait, en tant que responsable communal et maire, c'est pas parce qu'on a transféré une compétence qu'on a transféré la responsabilité. Quand il y a un problème, le citoyen vient voir le maire et il dit, dites donc, ma poubelle là, elle n'a pas été ramassée. Dites donc, le trou dans ce chemin-là, il est toujours là. Donc, c'est pas parce qu'on a organisé quelque chose qui est un peu technocratique, finalement, transfert de compétences pour le bien des habitants, que les habitants ne se trompent pas. Il y a une vraie démocratie de proximité, il y a une vraie démocratie du quotidien, et cette démocratie du quotidien est portée par les communes, elle est portée par les conseillers municipaux, elle est portée par les maires. Et si on se détache de ça, on se détache de cette réalité, et on part complètement en vrille, et on ne comprend rien à la métropole. Si je peux juste rajouter quelque chose. Parce que je vous laisse juste imaginer, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la ville de Lyon, la majorité à la ville de Lyon et la majorité à la métropole sont alignées. Il se pourrait, lors d'une prochaine élection, que ce ne soit plus le cas. Et donc que les orientations de l'exécutif métropolitain, si on garde ce même mode de scrutin en 2026, que l'exécutif métropolitain ne soit pas donc, et n'ait pas donc les mêmes orientations que l'exécutif de la ville de Lyon.
Ceux qui aujourd'hui sont dans la majorité métropolitaine diraient « Ah mais oui, mais le maire de Lyon a été élu au suffrage universel ?» Et la nouvelle majorité répondrait « Eh bien nous aussi. Donc les pistes cyclables, c'est fini. » Et l'écologie telle qu'il la voit, c'est fini. Et sur tout un tas de politiques publiques, on pourrait complètement asphyxier la ville de... Ah bah si, sur les voiries par exemple, sur les voiries par exemple, je suis désolé, mais on pourrait faire du tout bagnole. Par exemple, on pourrait complètement changer l'organisation à l'intérieur de la ville de Lyon. Et bien là, ça poserait un vrai souci. Et là, tout le monde s'en apercevrait. Donc c'est pour ça que je le dis, il faut faire extrêmement attention, parce que quand les deux exécutifs sont alignés, ça marche sur la ville-centre. Quand ils ne seront plus alignés, là, ça ne marchera plus. Et il sera trop tard après, quand la métropole de Lyon et la ville de Lyon seront en guerre, parce que ça pourrait... alors moi je suis désolé, c'est un peu de politique fiction, mais le type qui a un peu de suite dans les idées, s'il prend la métropole et qu'il a envie de devenir maire de Lyon derrière, s'il a envie de serrer le kiki au maire de Lyon, c'est très facile. Parce que, ça a été dit tout à l'heure, l'argent, il a la ville de Lyon, le PLUH, il a la ville de Lyon, il a la métropole de Lyon, et donc derrière... Donc le PLUH est à la métropole de Lyon et pas la ville de Lyon. La compétence voirie est à la métropole de Lyon, pas la ville de Lyon. La compétence transport et l'argent sont à la métropole et pas la ville de Lyon. Et à partir de là, quelqu'un qui a envie de pourrir la vie du maire de Lyon, il le pourrait parfaitement. Et donc, à partir de là, ça a commencé. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc je dis simplement qu'à partir de ce moment-là, il faut quand même se poser la question, demain, de ce qu'on veut pour notre territoire. Non, quelques mots, mais en réaction là aux dernières prises de parole. Bon, d'abord, Marc, moi j'ai l'impression que le procès que tu fais d'une certaine manière, tu aurais pu le faire à la communauté urbaine, à laquelle tu as participé aussi, et d'ailleurs tu as participé aussi à la métropole dans son premier mandat, quand elle n'était pas encore élue au suffrage universel. Et donc, il y a un peu l'idée... Déjà, tu exprimais des réserves, je le sais très bien, mais néanmoins, on a l'impression là qu'on redécouvre quelque chose qui s'est joué quand même depuis 50 ans. Ça, c'est le premier point. Mais si. Tu redécouvres. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Non. On a coupé un fil, il y a une rupture, et cette rupture, c'est le fait générateur de difficultés en 2015. Ouais. Mais, jusqu'à preuve du contraire, tu as été premier vice-président d'une métropole post-2015. Et on m'a demandé effectivement quelles étaient les améliorations à faire. Il y a une mission. Et cette mission, oui, d'accord. J'ai fait 21 propositions qui permettaient de ramener les communes vers un pouvoir délibératif. Elles ont été acceptées par le président de l'époque. Je lui ai dit, c'est très bien, il y a encore une étape à faire. Voilà, qui n'est pas législateur. C'est celle dont on parle maintenant, c'est-à-dire c'est les propositions que nous ferons tout à l'heure pour revenir à une métropole qui soit viable et durable. C'est un mot que tu connais, ça. Non, mais attends, mais c'est pas ça que... Attends, 3 secondes, je réponds quand même, parce que c'est quand même important. C'est pas ça que je dis, puis je veux pas rentrer... C'est pas une polémique que j'ouvre. C'est simplement de dire, tu dis finalement, la commune a été dessaisie de toute une série de choses, une partie des compétences que tu évoques, ça date d'avant la métropole. Or, notre débat, il est quand même aujourd'hui sur la métropole, très clairement. Ce que je veux aussi dire, c'est que jamais vous nous avez entendu, je le redis, parce que, Emmanuel, c'était quand même très biaisé ton propos. D'une certaine... Enfin, ni Béatrice ni moi ne remettons en cause, en quoi que ce soit, la légitimité municipale. Quand tu dis, que vous le vouliez ou non, tu dis que la métropole, c'est le quotidien. Ben oui, c'est le quotidien. Oui, c'est le quotidien. Mais la proximité, c'est la commune. Mais bien sûr qu'on le sait que le niveau de proximité, c'est la commune. Et jamais vous nous entendrez en douter. Et quand tu dis, le vrai problème aujourd'hui, c'est la crise que nous connaissons aujourd'hui. Alors déjà, il faudrait quand même me la décrire, cette crise, réellement. Parce que quand tu dis, si un vice-président perd ou une vice-présidente perd le numéro de téléphone d'un maire, mais tu connais cette situation ? Alexandre, tu peux dire qu'on ne se voit pas quasiment tous les 10 jours ? Non, mais tu vois. Mais non, c'est pas perso. C'est bien sûr dans le fonctionnement de tout. Non, non, c'est absolument. Tu as évoqué tes amis David et Georges. Mais c'est pas une relation perso que nous avons jusqu'à preuve du contraire. Et, comme dit à la presse, je le dis, ne titrez pas là-dessus.
Non, mais voilà, non mais je le dis, c'est peut-être un drame pour toi, mais nous n'avons pas de drame. Je plaisante. Donc, et non. Ça veut dire un truc, c'est que je suis capable en plus de bien m'entendre avec des gens qui sont... Mais c'est pas ça, c'est que, en fait, au-delà du cas Rieux Métropole, c'est que, mais qui pourrait croire très honnêtement, enfin voilà, on peut continuer longtemps sur cette fronde, cette pétition, etc. Qui pourrait croire que les vice-présidents ici présents ne travaillent pas au quotidien avec les maires et les équipes municipales? Non, c'est absolument impossible. Celui qui ne travaille pas bien avec les communes, il n'est pas là. Non, c'est pas vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est absolument impossible de ne pas... C'est absolument impossible de ne pas dialoguer. Et plus que ça, j'ai pris l'exemple du renouvellement urbain. La politique du logement, évidemment, quand je vois qu'à une conférence de presse, on dit « mais nous, on va arrêter, là, on va... » Et on va même aller jusqu'à dire qu'on ne va pas délivrer le permis de construire. Mais vous imaginez quand même où on en est quand même dans la fragilisation de la construction sur notre métropole, sur le fait qu'on a 10 demandes pour une seule satisfaite dans le logement social, et on va jouer avec ça? C'est irresponsable au possible. C'est-à-dire que, évidemment, ce qui nous anime, c'est l'intérêt général. Et quand tu dis, mais moi je comprends pas, moi j'ai été élu, nous avons été majoritaires dans notre circonscription, tu parles de toi, nous avons été élus, et on va nous imposer quelque chose. Mais demain, si tu es élu député, c'est ce que je fais un scoop. Tu as déjà déclaré ta candidature? Ah oui, voilà. Donc quand tu seras, ouais. Le jour où tu seras, non mais le jour où tu seras, puisque il te reste encore de longues années. Donc le jour où tu seras élu, député, et que par malchance, par malheur pour toi, tu ne seras pas majoritaire dans ce pays. Alors tu vas dire, oui, mais dans ma circonscription du Rhône, moi, il n'y a pas de président de la République. Il n'y a pas d'Assemblée nationale. Non, nous, c'est Rieux. C'est Rieux avant tout. Et ça s'arrête là. Je suis capable de le faire. Ah, oui. Enfin, là, il y aura un moment où quand même, ou alors là, vraiment, ça deviendra la principauté de Rieux. C'est un peu différent. Ça pourrait devenir... Vous avez dit quoi? C'était la principauté du gros Rieux. Bon. Je te propose de réenchaîner tout de suite sur les propositions Oui. après avoir réagi, de façon à ce qu'on évite de reprendre son avantage. Oui, moi je me demande si ce débat il est très intéressant finalement, parce que je ne sais pas si vous avez compris quel est le problème des maires, quoi, finalement, dans ce débat, dans cette lettre des maires qui reprochait à la métropole de ne pas être assez démocratique. Vous n'avez pas explicitement dit sur quoi le problème de la métropole aujourd'hui, le fonctionnement institutionnel d'une part, mais dans les choix qui sont faits, pose des problèmes dans vos territoires. Et ça, c'est bien dommage, parce que finalement, c'est ça qui aurait pu éclairer sur un éventuel dysfonctionnement et sur, du coup, comment on va améliorer. Non pas que je nie qu'il y ait effectivement eu une tribune signée par les maires, il faut l'entendre, mais n'empêche, sur le fond, c'est quoi le problème? Moi, je vous entends depuis 1 heure décrier la légitimité de l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct. C'est ça, vous avez un peu du mal avec cette double légitimité, me semble-t-il. Oui, voilà. Mais les habitants, est-ce que aujourd'hui, qu'on a une métropole élue de cette manière-là, sont moins satisfaits ou plus mécontents des politiques qui sont menées pour leur vie quotidienne, pour se loger, pour aller, pour se déplacer, pour trouver de l'emploi, pour aller au collège, pour aller voir des travailleurs sociaux. Enfin, c'est quand même ça la vie des gens, quoi. C'est pas est-ce que le maire il siège à la métropole, quoi. Enfin, vraiment là, j'hallucine quand même sur le fond. Et quand les maires siégeaient tous à la métropole, où toutes les communes étaient représentées, c'était tellement facile de dire « Ah, il y a un problème, mais c'est la métropole !» Il oubliait de dire, le maire en question, qu'il y siégeait à la métropole. Donc, il faut quand même arrêter la mauvaise foi, s'il vous plaît, si vous permettez. Ensuite, j'entends Marc dire « La loi MAPTAM ne prévoit pas qu'on puisse sortir de la métropole. » Je ne sais pas quelle loi prévoirait qu'on pourrait sortir de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, parce qu'on n'est pas d'accord. D'ailleurs, on serait dans quelle région? Là aussi, on serait là. La principauté de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, hors sol,
Or, Auvergne-Rhône-Alpes, hallucinant. Alors, moi, je me remémore quand même ce que j'ai lu dans la Tribune des maires sur le problème que ça posait. Vous aviez cité la zone à faible émission. La métropole impose une zone à faible émission pour lutter contre la pollution de l'air. Justement, on fait une concertation pour définir le périmètre et pour que chaque commune dise si elle veut être ou pas dans le périmètre de la ZFE. Il y avait un problème de PLUH. Moi, nous avons piloté ensemble la modification numéro 3 du PLUH. Il va y avoir à l'enquête publique en début d'année plus de 1000 points mis à l'enquête publique. Moi, je suis capable de vous en citer 2 sur les 1180 où les maires ne sont pas d'accord avec la modification qu'on met. C'est sur le fait de rétrozoner des parcelles qui étaient à vocation de développement économique pour lesquelles on dit non, on veut rester à vocation agricole. 2 points sur 1183. 400 réunions avec les communes pour élaborer cette modification numéro 3 du PLUH. Donc, en quoi on ne travaillerait pas avec les communes? Mais effectivement, c'est quotidien les discussions avec les maires. Et c'est pas le portable, c'est pas d'avoir le portable du maire pour être copain, c'est pour fonctionner au quotidien sur les décisions à prendre. Donc honnêtement, je ne pense pas que le fonctionnement ait été dégradé. Il y a même des maires qui sont rentrés dans le bureau du président de la métropole, là dans le bureau du nouveau président, qui disent qu'ils n'y étaient jamais rentrés avant. Jamais rentrés avant. Et puis juste sur la question du pouvoir, peut-être que l'ancien président contestera, mais il y a des problèmes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. L'important, c'est pas que les maires aillent voir le président dans son bureau, c'est que le président ait pu voir tous les maires dans leur propre bureau. C'est ça l'intérêt. Mais je pense qu'il y a dans les deux sens. Il y a dans les deux sens. Et puis, dernier élément avant de passer aux propositions que je voulais dire. Ah oui, notre fonctionnement pouvoir central, le roi, là, le pouvoir... alors, je pense qu'il y a d'autres présidents, pas celui qui est dans la salle, qui avait inventé le pouvoir. Le pouvoir. Hein. Notre président actuel, il a mis en place... Collectivement, nous avons mis en place une réunion d'exécutif toutes les semaines, 2 heures, tous les vice-présidents toutes les semaines. Je peux vous dire que ça fait du collectif et ça fait partager des enjeux, des problématiques et ça construit aussi du sens dans la politique publique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire parce que... Juste un mot, Béatrice, je vous propose vraiment, pour ne pas quitter la salle, et sachant qu'il est bientôt 10 heures, ce que je vous propose, c'est vraiment 2 minutes chacun sur les propositions. On fait très resserré sur les propositions, c'est normal de nous, mais 2 minutes chacun. Alors, je donne une proposition qu'on a mise en œuvre et une qu'on est en train de travailler. Dans le budget d'investissement de la métropole, on a identifié des budgets territoriaux en plus du budget de proximité que je vous disais tout à l'heure, un budget un peu plus de 80 millions d'euros qui sera pour financer des projets dans les territoires, et les projets de territoire élaborés dans les circonscriptions quasi les conférences territoriales des maires. Donc là, il y a un budget dédié où les communes se mettent d'accord, les maires, ça s'appelle conférence territoriale des maires, se mettent d'accord entre eux sur des projets qui vont atterrir en plus de ce qui est financé sur les 3 milliards de budget général. Donc il y a eu cette approche, cette innovation-là pour justement aussi faire projet de territoire à l'échelle des bassins de vie. Et puis on réfléchit à aider les communes sur un budget aussi dédié qui participeront à un effort de construction et qui ont besoin d'être aidés sur les équipements municipaux. Parce que ça, c'est un vieux débat des communes dans la métropole. Ok, on accepte d'accueillir des nouveaux habitants, mais il faut construire des écoles, des crèches, des équipements sportifs. Et là, on perçoit peu de revenus qui vient de la taxe d'aménagement, de ce qui est payé par ceux qui construisent. Eh bien, on va réfléchir à un dispositif où on aidera spécifiquement sur des équipements communaux et les communes qui participent à l'effort de construire. Voilà. Et après, le travail au quotidien, il peut toujours s'améliorer, il faut sûrement qu'il s'améliore, mais arrêtons avec ce tableau noir. Voilà, merci. Que Rieux devienne la ville-centre de la métropole, première proposition. Et que Rieux devienne la ville-centre de la métropole. La principauté. Non, c'est quand même bien de faire des gros scores au premier tour, ça assoit la légitimité. Non, au-delà de ça, blague à part, ce qui est important en tout cas, c'est un moment ou un autre, il faudra vraiment se poser la question, en effet, du bagarre des légitimités. Et je pense qu'à un moment, il y a 2 questions à se poser. Est-ce que le pouvoir va totalement à la métropole ? Parce
que certains ont imaginé, hein, on l'a entendu dire par un des deux créateurs de la métropole, je ne l'imiterai pas, il y en a dans la salle qui l'imitent beaucoup mieux que moi. Suivez mon regard. Il vous fait le spectacle d'imitation tout à l'heure lors du verre. Et je ne dirais pas que c'est toi, Michel. Mais qui pensait que sur l'ensemble de la métropole, en fusionnant l'ensemble des communes dans l'ensemble des circonscriptions métropolitaines, vous créiez des nouvelles communes avec une mairie centrale qui s'appelait la métropole, et on aurait appelé tout ça Lyon. Il y en a qui y ont pensé quand même, qui avaient cette idée derrière la tête. Enfin, on est d'accord ? Soit un moment, on se dit qu'il faut redescendre sur Terre, qu'à partir de ce moment-là, il faut que les maires réintègrent l'Assemblée métropolitaine. Après, ça veut dire que derrière, il faudra de toute façon discuter avec gesteur. Et je le dis, je suis convaincu d'une chose, c'est que lors de la campagne législative, vous aurez des parlementaires dans les circonscriptions qui iront voir les maires et qui proposeront en tout cas de porter un projet de loi ou une proposition de loi. Ça arrivera de toute façon. Parce que je pense qu'à un moment, on peut arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui ça n'arrive pas parce que jusqu'à maintenant, quand c'était un EPCI, la majorité et la mairie de Lyon étaient alignées. Tout va bien quand la ville-centre, qui représente 45% ou 40% de la population globale, est alignée avec l'Assemblée métropolitaine ou de l'Assemblée communautaire. Ça va très bien. Mais si demain, ça ne se passe pas comme ça, et encore plus, c'est que si ça ne se passe pas comme ça, et ça a failli être le coup la dernière fois, sauf que certains ont voulu faire des alliances contre nature en mariant la carpelle lapin, excusez-moi, en prenant les électeurs pour des idiots, au moins il faut que ça soit dit, d'accord ? La preuve, moi je ne l'ai pas fait, j'ai fait 67% dans ma commune. Si demain, vous avez deux circonscriptions de plus qui tombent à droite, ou sur une coalition, entre guillemets, centre-droit, droite, il n'y a plus de majorité métropolitaine actuelle, c'est une autre majorité. Et donc vous avez une majorité métropolitaine qui se compose de l'ensemble des communes extérieures contre les deux communes centrales qui sont Villeurbanne et Lyon. Et comment on fait là ? C'est jamais arrivé, mais la loi le permet. Ça peut arriver. Mais ça arrive à Grenoble aujourd'hui. Et oui, alors qui paye les pots cassés ? Le territoire et les habitants. Donc à un moment, ça veut dire qu'il y a un risque, et à partir de ce moment-là, quand il y a un risque, je pense que ne rien changer, c'est prendre tous les risques, et c'est le risque à un moment qu'on casse le jouet, et si on casse le jouet, on cassera notre territoire, on a un territoire extraordinaire, on est à portée de fusil de Genève, on a un aéroport, on est à portée de fusil de la Méditerranée aussi, on a un territoire qui est au carrefour de l'Europe. Si on se permet de faire ça, pour des bagarres politiciennes, et ça peut arriver, parce que on sait tous très bien comment ça peut se passer quand on se bagarre entre politiques, tout le monde y sera perdant, nous les élus, les habitants de nos territoires et nos communes. Oui. Tu veux que je termine ou quoi ? Tu veux passer avant ? Attention parce que j'aurai le dernier mot. Hein. Ah oui. C'était à lui ? J'ai pas tout à fait compris, Alexandre, tes propositions d'amélioration. On va revenir sur la masse. Alors c'est... Ou tout fusionner. Mais non. Alors, comment dire ? Moi, je reste persuadé quand même qu'on se trompe de débat quand même, globalement. Hein. C'est-à-dire que, avant tout, c'est de se dire, voilà tout ce qu'on met en œuvre, et voilà tout ce qu'une majorité, puisque je ne sais pas l'idée de défendre les mesures qu'on a prises dans les premiers 500 jours, c'est pas ça. Mais c'est de dire, voilà tout ce qui est mis en œuvre, voilà, ça concerne le quotidien, et comment... Effectivement, c'est là qu'il faut se poser la question, comment ça doit faire encore plus sens aux yeux des habitants. C'est ça, à mon avis, parce que jamais vous nous entendrez remettre en cause la légitimité des communes. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, il faut se le demander. Il faut quand même rappeler une chose, parce qu'on parle beaucoup de Gérard Collomb. Il faut quand même se rappeler une chose, c'est que quand est née la métropole, devait accompagner quand même la naissance de la collectivité, qui n'en était encore pas une vraiment, puisqu'elle n'était pas élue au suffrage universel, un vrai projet porté par le DG de la métropole de l'époque, de décentralisation, notamment, des services. C'est-à-dire d'une action de proximité des services administratifs. Collomb, la majorité précédente quand même, a rejeté, en tout cas c'est plutôt le président de l'époque qui l'a rejeté. Donc ça veut dire qu'il y a un effort, et on y travaille, on ne peut pas encore le dévoiler réellement, mais qui est une action décentralisée dans les territoires. Là, je parle de services administratifs. Le deuxième élément,
c'est que bien sûr, il faut trouver, au-delà de la pratique, parce que la pratique, très honnêtement, Alexandre, tu dis les bagarres de politiciens, mais encore une fois, je pourrais prendre d'autres exemples. Est-ce qu'on se bagarre dans la gestion, dans le pilotage? Les élections, c'est normal qu'on se bagarre. Jusqu'à preuve du contraire. Ah, tu veux dire entre une élection communale et municipale et... Si demain, la nature... Non, mais d'accord, j'ai compris. La nature est ainsi faite que je sais un petit peu comment fonctionnent certains élus. Si tu as quelqu'un demain qui prend la métropole et qui se dit tiens, finalement, on a réussi à encercler la ville de Lyon. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'attaquer à la ville de Lyon. À partir de là, tu déclares une guerre entre deux collectivités. Peut-être. Mais c'est pas... Voilà. Ça n'empêcherait pas ça. Mais le maire de Lyon, quasiment, serait automatiquement... Moi, je vais vous dire, il y a des mesures à prendre, évidemment, pour que cette collectivité soit plus présente. Par exemple, on met en place toute une série de politiques publiques qu'on peut financer plus largement que la commune. Et on ne sait pas que c'est la métropole. Attendez. On met en place des politiques publiques qu'on finance largement plus que sur certaines politiques publiques que les communes, et pourtant on ne sait même pas que c'est la commune. Voilà. Baladé l'autre jour dans je ne sais plus quelle commune, que c'est la métropole, pardon. On se baladait, on voit bien sûr l'affiche de la région, de partout. Remarquez, voilà. Et partout, ouais, Paris. Mais bon. Non, mais voilà. Et la métropole n'est pas assez présente. Et ça date pas de 2020, c'était le cas dans le mandat précédent, et c'est une vraie erreur. Après, je dis juste une chose. Je suis désolé, voilà, mais n'oubliez pas une chose, c'est que les collectivités territoriales ont une réalité constitutionnelle. Et que deuxièmement, il y a un principe, je suis désolé d'y revenir, clé, qui est le principe de non-subordination entre les collectivités territoriales. C'est pas du tout de dire que un élu métropolitain ou un vice-président ou un président mène des actions avec la commune et une politique d'urbanisme, par exemple. C'est pas ça. Ça voudrait dire, la subordination, ça supposerait que le président de la métropole pourrait dire le budget de Rieux, non. Ou ça voudrait dire qu'il participerait au fonctionnement de la municipalité. De la même manière, ça n'est pas possible de dire que le pouvoir doit revenir au maire, je le dis comme ça, parce que, je peux vous le dire, même si vous trouviez un législateur assez fou pour le mettre, le Conseil constitutionnel serait là. À moins de dire une chose, je crois ce qu'a dit un peu Marc, c'est de dire, eh bien, dans ce cas-là, on revient sur le statut de collectivité territoriale, et deuxièmement, on revient sur un autre principe qui est l'élection au suffrage universel qui lui est associé. Et là, moi, le sondage que j'aimerais faire dans la salle ou ailleurs, c'est de dire qui est prêt à revenir sur l'élection au suffrage universel direct des élus métropolitains. Bon, je vais essayer d'aller vite. Donc, je vais donner effectivement les têtes de chapitre de ce que je voulais proposer. Enfin, qui est prêt à suffrage universel, ça vaut aussi pour les communes. Hein. Et quand on parle de dilution des communes, c'est aussi la remise en cause du suffrage universel des communes. Donc, les têtes de chapitre. Les propositions, c'est évidemment revenir et avoir une seule légitimité à l'intérieur de la métropole. Ça veut dire tout simplement reconstituer cette démocratie originelle qui avait fait effectivement la métropole. La deuxième chose, et on parle du suffrage universel de toute façon, reconstituer aussi le lien démocratique qu'on avait entre les communes et le pouvoir qui s'est instauré pour pouvoir organiser le tout et qui a fait naître ce fameux pouvoir central dont je vous parlais. Et donc ça veut dire simplement qu'il y a la volonté, et il faut qu'on ait une modification législative qui permette à chaque commune de siéger au sein du conseil métropolitain. Et ça n'est pas une révolution, c'est simplement 59 sièges sur 150. C'est pas la conquête du pouvoir, c'est simplement la reconnaissance du fait communal qui doit participer. Et donc ça veut dire qu'il faut réintégrer les communes dans le délibératif d'un conseil métropolitain. C'est ça la proposition. Et effectivement, c'est un changement législatif, et c'est aussi peut-être d'en arriver à la Constitution, parce que c'est vrai, et tu as raison, moi ce que je constate, et je ne développerai pas trop, mais il y a quand même une dérive aujourd'hui, à l'intérieur de cette métropole, vous êtes en train d'évoluer vers une tutélisation des communes. Et vous ne le voyez pas, et vous ne le sentez pas. Bon. Ouais. Quand on met un cimetière pour mener les maires d'un maire et on lui dit écoute c'est comme ça que ça va se passer, et sans rien lui dire,
ou quand on annonce dans la presse toute une série de mesures sans en parler ni aux communes ni aux décideurs et en mettant personne dans la concertation, je pense que d'une certaine manière c'est une façon d'être qui n'est pas forcément acceptable. Donc je ne veux pas aller trop vite, donc ça veut dire qu'il faut que les communes réintègrent la métropole et que les communes fassent métropole. Je vais vite aussi sur un deuxième chapitre que j'aurais bien voulu ouvrir, qui est le chapitre des citoyens, en tout cas des habitants, parce que je voudrais quand même vous faire remarquer que dans une commune, la première expression, on parle aujourd'hui beaucoup de concertation, de consultation, la première concertation citoyenne dans une commune, c'est le conseil municipal. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. Hein. Le conseil municipal, ce sont des citoyens qui ont accepté de s'occuper de la chose commune, qui est la commune. Donc, prenons acte de ça. Donc, c'est vrai que la commune, c'est la possibilité de dire, nous avons une démarche citoyenne. Et simplement, aujourd'hui, les habitants, quand on discute avec eux, les citoyens, quand on discute avec eux, ils n'en sont plus à la consultation. Ils n'en sont plus à la concertation. Ils savent très bien comment ça se passe. On les consulte, etc. Ils en sont à l'appropriation. Si aujourd'hui, on veut discuter sur le fond, je vous alerte là-dessus. Ceux qui veulent s'intégrer, les citoyens qui veulent s'intégrer, ils veulent s'approprier le fait dans lequel ils sont, le lieu dans lequel ils sont. Eh bien, c'est le conseil municipal. Eh bien, les maires, par exemple, s'approprient leur territoire par les CTM, et tu l'as très bien dit tout à l'heure. Eh bien, aujourd'hui, on a des choses à inventer en termes de conseils citoyens pour que les citoyens s'approprient les projets dans leur commune ou s'approprient les projets dans la métropole. Et que ça, c'est important. Et moi, je milite en faveur d'une métropole des communes et des citoyens. Et sur un fond, je n'ai que 2 mots, parce que j'aimerais bien que ça fasse l'objet de questions. C'est vrai que ça n'est possible que dans la mesure où on décide de la décentralisation. Parce que la métropole, c'est un fantastique outil de centralisation. Et on n'arrête pas, en tout cas, de voir centraliser. Il faut une véritable décision de décentralisation et qu'on mette à l'intérieur quelque chose dont tout le monde parle. Alors, c'est un mot un peu technocratique, mais qui est assez simple à comprendre. C'est jouant la subsidiarité. C'est-à-dire celui qui est le mieux placé dans cette organisation-là, il fait et il est aidé par les autres. Et donc, celui qui est le mieux placé dans les communes, il peut avoir un projet ou un bout de projet métropolitain et ça permet en tout cas de s'approprier les choses. Aujourd'hui, je ne vois aucun projet, aucune envie, aucune intention de réhabiliter ou de mettre en place à l'intérieur de la métropole la subsidiarité. Oui, alors heureusement qu'on a râlé, comme ça, on a 80 millions pour les crèches et les scolaires. Merci. Je vais être très court pour pouvoir laisser la parole à Stéphane pour réagir si tu le souhaites avant qu'on passe la parole à la salle, mais je vais être vraiment très très bref pour dire que je suis quand même très frappé après les propos de Marc et après surtout ce qu'avait dit Stéphane Cadiou tout à l'heure sur le fait que la démocratie locale a été finalement très peu en jeu, effectivement, dans ce débat. Or moi, il me semble vraiment que quand on a 2 collectivités qui ont une légitimité, qui sont en jeu sur un territoire, on ne peut pas s'en sortir avec autre chose qu'avec plus de démocratie locale, plus de citoyenneté et avec des outils participatifs là-dessus. Et je suis vraiment très frappé qu'il n'y ait pas eu dans les propositions plus d'éléments qui allaient dans ce sens-là. Donc moi je pense que ça fera peut-être un bel objet de questions. Mais si on ne veut pas laisser sur le même ring, en face à face, le maire et la métropole, il faut trouver le moyen de construire des outils qui permettent le regard du citoyen et que les débats se fassent à l'air libre face aux citoyens et qu'il y ait cet arbitrage citoyen qui permette d'éviter le face-à-face ou au moins de le faire avancer. Voilà. Stéphane, est-ce que tu...